Dans l'industrie, chaque matin commence par un rituel, la réunion de production, où l'on passe en revue les détails de la qualité, de la sécurité et des délais, parce que dans ces environnements exigeants, rien ne s'improvise et tout se mesure. Il incarne parfaitement cette rigueur, alliée à sa conviction profonde humaine. Investir dans les femmes et dans les hommes permet d'avoir une performance durable. Jean-François Clerc, cadre dirigeant dans l'industrie en transition professionnelle, nous ouvre les portes de son parcours, ses sacrifices, ses apprentissages, ses victoires et sa vision que notre industrie française mérite qu'on la rêve. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Jean-François. Bonjour Céline. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Eh bien, moi je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui pour partager une expérience professionnelle. Une sacrée expérience professionnelle. Oui, alors, il y en a d'autres bien sûr, mais effectivement j'ai passé 35 ans au service de l'industrie française dans différents secteurs, l'automobile, l'aéronautique, la défense. Je suis revenu dans l'automobile, mais de l'autre côté de la barrière, dans la prévente. D'accord. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, je cherche un nouveau défi, un nouveau projet, qui sera forcément industriel et qui sera forcément avec des équipes. D'accord. Alors forcément industriel, parce que ce que tu m'as partagé, en fait, c'est que, et ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que ta vision à toi, c'est que notre industrie française est importante et qu'elle mérite qu'on soit à son service, comme tu dis là, mais aussi qu'on la rêve, c'est ce que tu m'avais dit, donc c'est très fort quand même. Oui, d'ailleurs, je suis un passionné de l'industrie. Alors tu as tout à fait raison, l'industrie est pour moi le secteur où les gens se rencontrent, mais les gens de différents horizons. Niveau de qualification très différentes. Vous avez des ingénieurs hyper pointus, puis vous avez des gens sans qualification. Vous avez aussi des gens qui peuvent se reconvertir dans l'industrie. Et j'en ai fait plein. Et c'est formidable de voir des parcours de coiffeuses ou de bouchers se retrouver, par exemple, carrossier dans l'automobile. Ah oui, tu as vu des parcours comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle la MRS, la méthode de recrutement par simulation. D'accord. Qui permet non pas de recruter un parcours, mais des aptitudes. Ok. Voilà. Et je pense que l'industrie est un des endroits où on sait mieux faire ce melting pot. Et tout au long de ma carrière, mes grandes satisfactions, ça a été justement d'être là avec ces gens-là et de conduire un projet, une ambition, obtenir des résultats, mais toujours avec des gens qui avaient des parcours, des profils très différents. Alors en plus, quand on parle de gens, de personnes, tu as quand même managé jusqu'à 1200 personnes, si Tout à fait, oui. Voilà. Donc tu connais bien le management et du coup aussi pléthore de profils de personnes à accompagner très différents. Mais d'ailleurs, ce qui fait la richesse du métier de manager ou de dirigeant, c'est justement d'avoir des gens d'horizons très différents. Parce qu'elle nous oblige aussi à faire l'effort de faire comprendre notre vision et aussi de s'adapter au contexte. Ouais. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'un manager, sa première mission, c'est d'investir dans ses équipes. C'est tellement vrai. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Il y a un grand patron d'une entreprise manufacturière de pneumatiques française qui, à cette citation, un bon leader donne le pouvoir à ses équipes. Ah oui, très fort. Alors, c'est fort, le terme de pouvoir, je peux comprendre qu'il peut perturber certaines personnes, mais c'est exactement ça. On est, en tant que dirigeant responsable de ces résultats, on n'en est jamais propriétaire. C'est-à-dire que notre mission, c'est de donner les conditions de réussite à chacun, et c'est bien ces équipes, voire même les équipes de vos collègues, qui vont les atteindre, ces résultats. Et j'ai tendance à dire que les personnes sont souvent la solution, elles sont très rarement le problème. Ça aussi, c'est très puissant. Et quand tu me l'as dit, ça m'a vraiment marqué parce que, en fait, je trouve qu'on a souvent tendance à dire que l'inverse, c'est-à-dire que les personnes sont le problème. Encore plus
actuellement, avec les différences de génération, avec la Gen Z, etc., on dit oui, mais les jeunes, etc. Donc, en fait, souvent, on dit que c'est les personnes le problème, alors qu'il y a parfois un problème de management, parfois un problème de structure, de système aussi. Tout à fait. Il faut se poser les bonnes questions. Exactement. En fait, de temps en temps, on croise des gens qui ne sont pas engagés, qui sont menteurs, qui sont profiteurs, etc. Ça existe. Et tu l'as très certainement vécu. Et je l'ai vécu, effectivement. Et on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est vrai, mais c'est une quantité infime, ces personnes-là. La grande majorité des gens, ils veulent bien faire. Si tant est qu'on leur offre la bonne place et les conditions de réussite. Alors les conditions de réussite, c'est une vision partagée, une ambition reconnue, connue, pour laquelle on adhère. C'est de la formation, mais aussi c'est un cadre d'autonomie que la personne va chercher à avoir. Ouais. Le rôle d'un manager, c'est de fournir à ses équipes ce cadre-là. D'accord ? Et la réussite, elle est forcément collective. C'est ça qui est important. Et je pense que l'industrie, plus que d'autres domaines, permet à chacun de participer à ces projets collectifs. Voilà, donc... Et en fait, l'industrie, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en France. On parle beaucoup, tu vois, des entreprises de services, mais finalement, alors je ne sais pas si c'est parce que ce monde-là communique peu finalement sur le métier, sur l'environnement, je ne sais pas, mais on n'a pas beaucoup d'exemples. Alors moi, j'ai ma vision, Céline. Je pense que c'est un environnement qu'on a créé depuis des années. Il suffit de dire simplement une chose, c'est que beaucoup de gens, même de familles, ont du mal à accepter qu'un de leurs enfants fasse un CAP en EEP. Or, ça ouvre à des métiers formidables. Clairement. Et des métiers qui permettent à une personne de se construire professionnellement et d'évoluer. On parle beaucoup de réindustrialisation, il va falloir s'y mettre. Parce que aujourd'hui, moi j'ai connu des gens ouvriers qui avaient peu de qualification être opérateurs sur une ligne de montage. Alors on peut dire que c'est pas le rêve, sauf que c'est beaucoup mieux que d'être chauffeur-livreur ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, moi j'ai eu une information il n'y a pas longtemps qui m'a rendu triste, c'est la fermeture du site de Poissy, de PSA pour le Citroën. Ouais. Enfin, c'est Stellantis maintenant. Moi j'ai commencé là, ma carrière professionnelle en 91, on était 11 500 à peu près sur le site à travailler. Et il y avait tout un écosystème autour qui travaillait pour nous. Quand j'ai quitté PSA en 2015, il n'y en avait plus que 6 500. Et là, ça ferme. Bon, c'est un mouvement qui est là. Alors, il y a des domaines qui, heureusement, aujourd'hui, peuvent réembaucher dans l'industrie, qui sont les secteurs souverains, qui sont la défense, l'aéronautique, le nucléaire, le ferroviaire, tant mieux. Mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question au niveau national sur ce qu'on veut faire des générations futures. Tu parlais de génération Gen Z ou quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Alors, bon, il y a Internet et les réseaux sociaux qui sont passés par là, mais j'ai 2 enfants, ils sont très différents. Donc, ça, ce n'est pas un frein, bien au contraire. Aux managers aussi de s'adapter à cette nouvelle population et leur donner envie. Mais je pense que l'industrie pourrait offrir un avenir beaucoup plus intéressant à des personnes que d'autres secteurs. Ouais. Surtout avec l'IA, pour le coup, qui remplace beaucoup de jobs, mais il y a beaucoup de jobs qu'on peut avoir dans l'industrie qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Alors c'est vrai que l'industrie apporte beaucoup de métiers manuels qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Après, l'IA aussi, je pense que c'est à tout l'écosystème, aux lignes managériales, d'en faire un bon usage. Bien sûr. Pour que ce soit plutôt un axe de performance qu'un axe de décroissance. Alors, toi qui défends l'industrie française et qui veut mettre ta pierre à l'édifice pour aider à la réindustrialisation, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire en fait ? Là, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de cadres dirigeants qui regardent cette vidéo. Et qu'est-ce que tu conseilles ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour contribuer, nous aussi ? Alors déjà, réindustrialiser, ça veut dire que les industriels sont bons. Ils ont de la performance. Donc il faut se mettre au travail pour que chaque usine, alors qu'elle soit grande ou petite, chaque groupe industriel améliore sa performance, parce que de toute façon, il y a bien un moment donné, on a des concurrents et puis il faut les battre. Après, je pense que dès
dès la formation de nos jeunes filles et de nos jeunes hommes, il faut les orienter vers ces filières-là. Ouais. Alors c'est des filières un peu plus techniques. Je sais que pour certains, l'industrie fait un peu peur, l'image est généralement pas bonne, mais je peux vous dire qu'on s'y éclate, on s'éclate vraiment. Et si vous voulez découvrir des métiers, si vous voulez rencontrer des personnes qui sont différentes de vous, il faut aller dans l'industrie. Ouais. Mais en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que ça commence dès finalement le système éducatif, c'est une éducation, c'est-à-dire envoyer vers les bonnes filières. Ouais. Et après, on parle d'industrie. Alors, on a parlé de PSA, Stellantis ou d'autres filières qui sont des grosses entreprises. Mais évidemment, il y a plein de TPE et de PME qui sont des entreprises industrielles. Et pour le coup, en plus, j'en accompagne, donc je connais bien le sujet. Et il y a aussi... Et je mets en parallèle aussi le sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, parce que c'est un vrai sujet aussi économique, c'est-à-dire de se dire que d'ici 2032, il va y avoir 500 000 entreprises à vendre et que beaucoup n'auront pas de repreneurs. Donc c'est aussi ça, pour les repreneurs potentiels, c'est aussi de s'intéresser à des entreprises industrielles. Oui. D'ailleurs, c'est un axe que moi-même j'explore avec attention. Il est sûr que si les entreprises qui aujourd'hui fonctionnent s'arrêtent par manque de dirigeants, ça va poser un vrai souci. Mais oui, c'est un ensemble. Il faut mettre le paquet sur l'apprentissage, parce que ça permet à nos jeunes de découvrir des métiers. Dans le cadre de l'éducation nationale, encourager les filières techniques. Les industriels doivent aussi, moi c'est un combat que j'ai mené, féminiser leurs équipes, parce que si on veut que les jeunes filles de France viennent dans l'industrie, il faut qu'elles aient des exemples. Bien sûr. Qui puissent leur donner cette envie-là. Mais donc il faut être performant et il faut se donner les conditions pour que les jeunes viennent dans l'industrie. Parce que de toute façon, on aura beau dire et beau faire, si on n'a pas de main-d'œuvre dans l'industrie, il n'y en aura pas. Ça ne marchera pas. Ouais. Et quand tu dis que on peut rêver notre industrie, qu'est-ce qui te fait toi le plus rêver dans notre industrie française en fait ? Je pense que ce qui est intéressant dans l'industrie française peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on a un tissu de PME qui est énormément, qui est très grand, qui est très fort, qui est peut-être déjà d'ailleurs fragile aussi par ailleurs, c'est que vous pouvez avoir des entités importantes. J'ai eu la chance de diriger des entités de plus de 1000 personnes, mais aussi j'ai conduit des petites entités de moins de 100 personnes. Okay. Et j'ai pris autant de plaisir parce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui avaient envie de réussir. Et il faut vraiment sortir des quatre murs de son entreprise. Et l'industrie vous permet de le faire. Allez voir vos fournisseurs, allez voir vos clients. Et déjà, vous voyez que le terrain de jeu est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grand. Oui, alors ça, c'est valable. Je rebondis là-dessus, mais ça, c'est valable pour l'industrie, mais c'est valable pour toutes les entreprises. C'est vrai. Voilà, parce que finalement, il y a assez peu d'entreprises qui le font, d'aller voir leurs clients et d'aller voir leurs fournisseurs. Et alors moi, j'ai appris une chose dans mon parcours chez PSA, c'est que l'optimum global n'est pas la somme des optimums. Et si on veut être performant, il faut savoir aussi aller regarder ses fournisseurs, aller regarder ses clients pour voir comment, ensemble, on peut faire en sorte que le produit soit mieux adapté, soit moins cher, etc. Et il y a des pistes phénoménales à avoir. Alors, si je retiens bien ce que tu dis, il y a s'occuper en priorité de ses équipes, et puis aller voir ses fournisseurs, aller voir ses clients. Oui, sortir de cadre. Et alors, toujours dans l'idée de chercher la performance, parce que sans ça, de toute façon, on ne fera rien. Évidemment. Et alors, il y a quelque chose aussi d'important que tu m'as partagé, que j'ai d'ailleurs dit en introduction, c'est le rituel quotidien dans l'industrie qui est la réunion de production. Et tu m'avais dit, ça permet d'assurer le niveau de qualité, le niveau de respecter les délais aussi et la sécurité. Ça, c'est hyper important et j'aimerais, si tu veux bien, que tu partages un peu ça parce que moi qui accompagne des entreprises et quelques entreprises industrielles, plutôt TPE, PME, je vois que ça, c'est pas toujours le cas. Et que du coup, on a effectivement un problème de qualité, etc. Tout à fait. Donc, alors ça, c'est vraiment la culture automobile, qu'on soit constructeur, équipementier, et même pour tout secteur qui produit beaucoup de volume tous les jours, la notion du temps est importante. En tant qu'industriel, je ne peux pas imaginer qu'on ne me parle pas de production et de résultats tous les jours. Alors ça a deux vertus. C'est que même si on a des produits qui sont avec des temps de traversée longs, et des volumes faibles, si on ne fait pas tous les jours
ce qu'on doit faire, au bout du compte, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc le savoir, c'est important. Mais aussi, ça permet de se mettre en soutien de ses équipes. Un résultat qui dérive, une tâche qu'on n'arrive pas à faire, c'est un signal pour le management pour dire que les équipes sont en difficulté. Et faire ce rituel et le savoir, ça permet de déclencher des actions pour les aider. Le meilleur système managérial, c'est le système de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est super important. Dans l'automobile, il y a un système de management de la qualité qui s'appelle Landon. Alors, c'est Toyota qui l'a invité, la fameuse ficelle qu'on tire sur la ligne de montage qui arrête. D'accord. C'est puissant, hein, c'est gagner du temps en osant arrêter la ligne. Okay. C'est exactement ça. Et Landon permet à l'opérateur de prendre le pouvoir d'arrêter sa ligne parce qu'il est en difficulté. Ok. Et il ne dit pas que ça. Il dit à une chaîne d'aide qui va se déployer, aidez-moi pour continuer le travail. Et c'est un système d'alerte mais d'apprentissage parce que du coup, comme on va traiter le problème tout de suite, on va en apprendre beaucoup de choses. D'accord. Et cette notion de temps est importante. Ça m'est arrivé dans un environnement de défense où les productions sont plus faibles, de faire ce management-là. Au début, on m'a regardé avec des gros yeux. Mais on s'aperçoit, au-delà de ce qu'on partage, comme tu le disais, les problèmes de sécurité, de qualité, il y a des discussions avant et des discussions après ces rituels qui sont tout aussi importantes pour le fonctionnement de l'entreprise. Les gens se parlent. J'ai eu un consultant, quand j'étais chez PSA, qui m'a dit un jour, Jean-François, un codir qui ne se voit pas tous les jours, c'est pas un codir. Et je pense que c'est un peu ça, ce besoin d'échanger et de savoir ce qui se passe et de communiquer. Voilà. Oui, c'est important. Ouais. Et donc on revient en fait toujours dans ce que tu dis sur l'échange, la communication et l'aide et accompagner ces équipes. Ouais. Alors tu m'as partagé aussi quelque chose qui est important. On revient sur l'automobile, même si c'est pas que ton parcours parce que tu as travaillé aussi dans la défense et l'aéronautique. Mais tu m'avais partagé un principe chez Toyota qui est en fait qu'on construit d'abord des hommes et des femmes. Oui. Avant de construire des voitures, c'est ça? Tout à fait. Ben c'est ce que je disais sur l'investissement des personnes. La première mission, c'est de croire aux individus qu'on a à diriger et les amener. Oui, les gens de Toyota disent, avant de construire des voitures, on construit des hommes. Ouais, donc on construit des équipes. Oui, c'est énorme, mais je peux vous dire qu'ils le font vraiment. Alors, ils sont d'une exigence formidable. Ça n'empêche pas, je rappelle, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est ça. Ça n'empêche pas d'être exigeant. Toyota est depuis un certain temps le plus grand constructeur du monde et un des meilleurs. Depuis longtemps, ouais. Et pourtant, il vous dit qu'ils construisent des hommes avant de construire des voitures. Et petite anecdote aussi, puisqu'on a le groupe PSA a eu une usine en JV avec Toyota. Dans la vocation de cette usine, c'était bien sûr le développement des personnes, mais aussi c'était participer à la prospérité du territoire. Et c'est vrai aussi pour l'usine de Valenciennes, Toyota. Donc il y a cette notion de dire que l'industrie est une aventure humaine qui doit se faire avec et pour. Et ça fait rêver pour le coup. Et ça fait rêver et ça me fait rêver. Ouais. Ça m'a fait rêver pendant 35 ans et ça me fait encore rêver. Encore rêver. Ouais, ça fait vraiment rêver. Et en fait, tout ce que tu partages là, on parle d'industrie depuis tout à l'heure, mais tout ce que tu partages là s'applique à toutes les entreprises dans tous les domaines. C'est vrai. C'est hyper puissant et j'espère que les entrepreneurs et les cadres dirigeants qui nous regardent là vont vraiment s'inspirer de ça parce que tout ce que tu exprimes là, c'est vraiment la clé de la réussite pour toutes les entreprises. C'est vrai, je suis convaincu de ça. Ouais. Alors, tu sais, dans cette émission, j'aime bien qu'on apprenne aussi à connaître un tout petit peu mieux nos invités et donc tu es venu avec un objet. Oui. Dont tu avais envie de parler. Donc, je te laisse montrer à la caméra. Oui, alors, je m'excuse auprès de tout le monde. Il n'est pas très sexy, mais il est très important pour moi. Même si elles sont très belles. Alors ça, c'est mes chaussures de sécurité. Ouais. Qui sont belles, hein, d'ailleurs, je tiens à le dire. J'y prends soin parce que je les porte souvent. Deux choses sur ces chaussures de sécurité. Déjà, rappeler que pour tout dirigeant, la première priorité, c'est la sécurité des gens qui travaillent avec lui. Ça aussi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui t'entendent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer un rituel sans commencer par la sécurité. Et donc, ces chaussures-là sont ici pour le rappeler. Mais ces objets aussi me permettent de rappeler la valeur du terrain. On met ces chaussures de sécurité quand on est là où se crée la valeur ajoutée.
Et je vais reparler de Toyota. Le président de Toyota, c'est Akio Toyoda, il dit une chose qui est un peu mon mantra. C'est que, en fait, le titre de votre job importe peu. Seuls ceux qui connaissent le terrain seront respectés. Mais respectés par les clients, respectés par les fournisseurs, respectés par les salariés eux-mêmes. Et chaque fois que je mets ces choses de sécurité et que je vais sur le terrain, ben je dis, voilà, effectivement, je fais mon vrai travail, qui est d'être avec les équipes, de voir comment elles travaillent, quelle est l'ambiance et quels sont leurs problèmes pour pouvoir les résoudre. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage, Jean-François. Mais je te remercie. Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, ça passe vite. Hein. Oui. Comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent avoir des conseils de ta part, s'ils veulent te partager un projet dans l'industrie, s'ils veulent revendre leur société parce que tu es aussi intéressé par ça? Comment ils peuvent te contacter? Alors, j'ai un profil sur LinkedIn. Ils peuvent bien sûr. Donc Jean-François Clerc. Jean-François Clerc. Voilà. C'est le Et via ce profil, ils auront accès à mes coordonnées téléphoniques et mail. Ok. Donc tu es ouvert à ce que. Ah, ben bien sûr, bien sûr. J'ai gardé contact avec un des collaborateurs que j'avais chez Thales, avec qui je m'entends très bien et qui a fait un travail formidable, qui est dans une autre entreprise. Il m'avait proposé de venir le voir pour voir ce qu'il y avait encore à faire. Et j'y suis allé sans problème. C'est un plaisir de partager ces problématiques-là. Pareil sur le terrain avec les gens. Mais on sent bien que c'est un plaisir de partager pour toi, parce que je précise quand même que quand on a parlé de préparer cette interview ensemble, pour toi, tu es là parce que tu voulais partager tout ça. Oui, tout à fait. Et tu as encore beaucoup de choses à partager, effectivement. Mais merci pour ça. Et franchement, les personnes qui ont travaillé avec toi, qui étaient dans tes équipes, ont eu beaucoup de chance, vraiment. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-François, pour tout ce partage. C'est moi qui te remercie d'avoir procuré cette occasion de m'exprimer sur ces sujets-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.